Merci. Est-ce que entre vous, ça a généré des questions autour de la table? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a peut-être une chose que j'ai oublié de dire. Juste, moi, ça fait quelques années qu'on fait le camion radio, et c'est vrai que le partenariat avec l'OFI aussi est quand même assez efficace, parce que on se rend compte en allant sur les différents secteurs qu'il y a de moins en moins de radio à faire, et que peut-être c'est plutôt à réfléchir tous ensemble, mais pour nous, la radio, elle est souvent faite à l'arrivée sur le territoire, et c'est la radio à 1 et à 2 ans où il va falloir qu'on trouve des solutions, ce qui ne repasse pas par l'OFI après ça. Donc nous, c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on travaille. En attendant que vous soyez inspirés, moi en attendant que j'arrive, moi j'avais une question sur alors, je n'ai pas les termes médicaux, mais vous faites attention en termes de pays d'origine, là où il y a des données au niveau endémique, etc. Est-ce qu'il y a des données qui sont liées au pays de passage, au parcours migratoire, et on fait attention aussi au pays de passage? Oui. On n'entend pas ce que vous dites. Moi, je suis infirmière à la place de Lozère. J'ai une question pour les CLAT. Nous, il y avait marqué, quand vous avez des mineurs, vous faites radio et quantiféron. C'est systématique? C'est quantiféron pour les mineurs et pas de radio. La radio, ça va dépendre un petit peu. Est-ce qu'il y a eu un cas de tuberculose dans l'entourage? En général, les mineurs, c'est vraiment que la recherche de l'ITL. Il n'y a pas de recherche de tuberculose maladie. S'il y a une recherche de tuberculose maladie, c'est parce que soit ils ont été en contact avec un cas avéré qu'on connaît, soit c'est les mineurs non accompagnés qui, en effet, comme ça reviendra à la question précédente, qui, selon leur parcours migratoire, peuvent avoir été exposés. Particulièrement ceux qui sont passés par la Libye, même, voilà, on sait qu'ils vont être dépistés et à risque plus. Donc, vous ne faites pas de tubertest? Ça dépend des CLAT. Il y a des CLAT qui pratiquent encore le tubertest, mais le tubertest tend à disparaître de plus en plus, sachant que le quantiféron est maintenant remboursé. Depuis janvier 2023, il est remboursé dans le dépistage de l'ITL chez les migrants de moins de 15 ans. Il y a juste, par rapport au remboursement quantiféron, il y a des petits trous. C'est-à-dire que le quantiféron, il est remboursé pour tous les dépistages dans les enquêtes autour des cas pour les plus de 18 ans. Et il est remboursé pour les migrants de moins de 15 ans. Mais du coup, il y a quelques enfants, les enfants autour des cas, c'est pas remboursé le quantiféron. Donc soit il faut aller dans les CLAT où on le fait gratuitement, soit il faut faire des tubertests. Merci. Tout à l'heure, vous disiez quelque chose sur le parcours migratoire. Non, mais... Par rapport au pays d'origine, au parcours migratoire, on prend en considération des pays dans lesquels les patients ont résidé pendant plus de 3 mois. Et on prend en compte l'incidence dans ce pays-là. Donc, il y a du cas par cas aussi par rapport au cas contact, etc. Mais on ne tient pas en compte que le pays d'origine, c'est aussi les pays traversés et la durée passée dans les pays lors du parcours. Oui, moi j'avais une remarque, Arnaud Weiss-Comed, une remarque et une question. Sur les questions de l'épidémiologie du pays d'origine, une des choses qu'on observe, notamment dans les bilans de santé qu'on pratique au Comed, c'est que ça ne correspond pas toujours. C'est-à-dire que les populations d'exilés qui arrivent en France ne sont pas représentatives de l'ensemble de la population générale du pays d'origine. Donc on va trouver des publics pour lesquels il y a plus de telle maladie ou moins de telle autre que les chiffres qu'on nous donne à l'OMS au niveau global. D'où l'intérêt de produire des données sur les taux de prévalence qu'on va retrouver chez ces publics-là. Ça, c'est la remarque. Une des questions, c'est qu'en complément de tout ce que vous proposez, qui paraît fondamental sur la réalisation des bilans de santé, puisqu'on sait que c'est un enjeu majeur, théoriquement, les structures qui sont là pour proposer des bilans de santé en population générale et pour lesquelles on espère que les migrants pourront y accéder, c'est les centres d'examen de santé de l'assurance maladie. Alors, on a eu des échanges, sans doute, avec, notamment sur les listes en ce moment du groupe de travail sur les bilans de santé, les recommandations de bilan de santé aux migrants.
des représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie ont dit à l'ODSE, ont dit à la coordination nationale des PASS que tous les étrangers pouvaient accéder au centre d'examen de santé de la sécurité sociale. Le problème, c'est que dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on continue de tomber sur des CES qui nous disent « Ah ben non, les gens qui n'ont pas encore la sécurité sociale et qui ont pas l'aide médicale d'État ne peuvent pas y accéder », sans parler des centres d'examen de santé qui disent « De toute façon, il faut la sécu, même avec l'aide médicale, ce n'est pas possible ». Donc j'en profite pour vous demander si en Occitanie, sont mobilisables ces structures pour compléter l'offre de bilan de santé, parce que c'est bien leur mission en théorie. Moi, je peux répondre pour le CLAT. On a rencontré la structure Sécu sur le CLAT de Montpellier. En effet, notre partenariat est très limité puisqu'ils ne recevront pas les personnes qui sont sans couverture sociale. Donc, la même chose sur Béziers. Il y a la théorie et la réalité. Sur Montpellier. Plaidoyer à porter ensemble sur cette question-là. Et puis, moi, je pense aussi que même s'ils pouvaient y être reçus, ils n'ont pas l'information. Ils ne vont pas forcément oser. Enfin, c'est compliqué quand même pour eux de s'orienter dans tout ça et de savoir qui solliciter, à quel moment. Parce que finalement, c'est les PASS, le CLAT qui pourraient conseiller en fait, aux patients d'aller vers ces centres pour avoir un bilan de santé. Mais comme ils réalisent déjà le bilan de santé, enfin, c'est un peu... Après, je ne sais pas comment ça se passe partout, mais nous, c'est beaucoup plus simple qu'ils le réalisent à la PASS. En fait, on a un plateau technique, on peut passer la radio en même temps, on a les bilans, on a le laboratoire. Je pense qu'il y aurait un délai d'attente, même s'ils le mettaient en place au niveau de la Sécu, un délai d'attente beaucoup plus important que ce qu'on peut offrir à la PASS, en tout cas. Je crois que ce n'est pas leur priorité aussi, parce qu'ils ont d'autres ressources, peut-être. Voilà. Oui. Nous serons tous au RVS. Peut-être qu'on s'en va pour mettre 37. C'est 50% qui vont sur le rendez-vous de Sur le rendez-vous santé aussi. Et après, du coup, qui sont. Et après, ils vont ailleurs. Voilà. La limite dans l'accès au rendez-vous santé, c'est que le transport jusqu'à l'OFI n'est pas pris en compte. Une fois qu'ils sont chez nous, ils ne payent rien, mais il faut qu'ils arrivent jusqu'à nous. Donc il y a un OFI à Montpellier, un OFI à Toulouse pour l'Occitanie. Mais beaucoup de centres d'hébergement sont dans des zones plus reculées, plus rurales, et donc ils sont un petit peu loin de nous. Après, c'est un partenariat aussi à faire avec les centres d'hébergement qui, eux, souvent financent en fait, le transport jusqu'à l'OFI. Nous, on reçoit des gens de Bagnols-sur-Cèze, on reçoit des gens de Nîmes, des gens d'Alès. Donc, ce n'est pas tout à côté de Montpellier, mais c'est le centre d'hébergement qui finance. Mais ça ne se fait pas partout. Et puis, il y a aussi tous ceux qui ne sont pas hébergés, qui restent dehors. Et, c'est pour ça que l'objectif aussi de l'équipe médicale, c'est de répondre à un besoin rapidement. C'est-à-dire ils sont au Buda, ils sont à la préfecture, de pouvoir leur proposer un rendez-vous dans les 2 jours. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas encore peut-être hébergés trop loin, où il n'y aura pas... Et donc, dans les 2 jours, ça leur permet aussi de garder, parce qu'ils n'ont pas que ça dans la tête, quoi. C'est surtout où aller manger, où aller se laver, des choses comme ça. Et donc, souvent, l'avantage de l'office, c'est que voilà, c'est qu'il y a le Buda et il y a le RDS qui viennent dans les 48 heures après, quoi, à peu près. Pour rebondir, c'est que là, on parle que des demandeurs d'asile. Nous, donc, je travaille pour Médecins du Monde, on accueille justement les personnes qui ont d'autres parcours de migration. Et donc, c'est quand même intéressant que le droit commun puisse être partie prenante et voir le système normal et logique d'un parcours de soins. Donc, je pense que, en tout cas, sur Montpellier, on a la réponse. Ils accueillent les personnes à l'AME à condition qu'ils soient orientés par les partenaires. Bonjour, moi je fais partie de PASS de Béziers. Je suis l'assistante sociale qui travaille avec l'équipe. Nous, sur Béziers, c'est vrai qu'on ne sollicite pas tellement ces structures parce qu'on a un fonctionnement qui est assez particulier chez nous. C'est que le patient a accès à l'ensemble de l'hôpital, couverture sociale ou pas. C'est-à-dire qu'il peut passer par le dispositif PASS, mais s'il y a besoin de voir un spécialiste, c'est nous, assistantes sociales, qui avons fait un travail en intra avec
bureau des entrées pour bloquer les facturations. On a un partenariat avec la CPN qui vient tous les 15 jours chez nous pour traiter les dossiers. Et du coup, on arrive à récupérer les facturations. Donc c'est vrai que chez nous, en fait, le patient, il a un accès à tout l'hôpital général, en fait. Moi, je voulais dire un peu la même chose sur l'aspect que l'OFI, vous parlez que des demandeurs d'asile, là. Et après, juste jeter un pavé dans la mare, peut-être, mais on a déjà parlé avec l'OFI à Toulouse, hein, mais chez moi, je suis gênée que ces bilans de santé-là soient portés par le ministère de l'Intérieur et pas par le ministère de la Défense, par le ministère de la Santé. Et dans les hôpitaux, c'est le ministère de la Santé qui intervient, dans les prisons, pardon. C'est le ministère de la Santé qui intervient. Oui, ça a été longtemps le ministère de l'Intérieur. C'est ça, mais je pense qu'on a fait des avancées. Et du coup, c'était la justice avant la santé, c'était pas la justice. Et c'est toujours délicat de se dire que ces bilans, d'abord on confond un peu le rendez-vous de santé de l'OFI et le bilan de santé migrant. Je crois que c'est quand même deux sujets différents. Et voilà, et puis, je regrette quand même que des décisions politiques aient pris cette direction. Oui, bon là c'est Emmanuel. Mais ça n'empêche que l'intégrité de nos médecins, enfin de notre équipe médicale, ne change pas la donne. Il faudrait un jour que vous veniez, professionnel de santé, vous venez, vous allez voir qu'est-ce que c'est un RVS, Alors je ne parle pas des VM classiques, c'est encore autre chose. Effectivement, sur le certificat, on en parlait, il y a marqué certificat de contrôle médical. Ça date de 1945. C'est le moment, c'est vrai que ces choses-là changent. On change maintenant avec la radio qui n'est plus obligatoire pour les pays d'incidence inférieure à 40 pour 100 000. Voilà, ça va un peu bouger, mais bon, c'est le temps. J'en profite juste parce que j'ai le micro. La question suivante qui est un petit peu moins polémique ou politique, c'est quand vous dépistez une pathologie et que vous prenez un rendez-vous dans un parcours de soins hospitalier ou autre pour une pathologie grave, est-ce que ça vous permet de laisser la personne sur la ville où vous avez pris le rendez-vous, où il peut être mobilisé comme tout demandeur d'asile qu'on voit trimballer en ce moment entre différents... Alors, c'est l'importance du dossier Mezzo dont on parle, c'est que dès qu'on a pris effectivement un rendez-vous, après c'est, on peut dire, le fait aussi d'être obligé de le laisser dans ce style à Toulouse, on va dire, voilà, de le laisser à Toulouse, des fois c'est une perte de chance de lui d'être hébergé. Parce que s'il n'y a pas de place à Toulouse, mais qu'il y a une place à Rodez, qu'est-ce qui est le mieux? C'est toute l'ambiguïté aussi du certificat médical Mezzo. Et des échanges qu'on a avec l'hébergement du service de l'OFI, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette personne, ben, effectivement, dans 3 mois, il a un rendez-vous au CHU de Toulouse, mais en attendant, il n'y a pas de place à Toulouse, mais il y a une place en centre d'hébergement à Rodez. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et souvent, ben, on demande au patient, et souvent, le patient veut un hébergement. Et après, le centre d'hébergement, comme disait Émilie, il y en a qui ont la capacité de donner des billets de train. Bon, et il y en a beaucoup qui viennent aussi, bon, très précaires, mais qui prennent le train sans billet. Et qui viennent à leur consultation. Mais c'est pareil, ça c'est tout un travail, et c'est ce qu'on fait aussi avec les travailleurs sociaux. C'est des gens qui sont baladés un peu partout, qui ont d'autres attentes que ça. Et finalement, on se dit dans 3 mois, mais c'est trop tard. On aimerait, nous, on les en face, on a l'interprète, on leur dit qu'ils ont besoin, mais le système de santé français ne le permet pas, mais pour tout un chacun, même pour les gens du droit commun. On n'a pas forcément un rendez-vous, ne serait-ce qu'avec un médecin traitant, dans la journée. Donc avec un spécialiste ou quelque chose, c'est exactement pareil. Donc effectivement, c'est dans 3 mois. Ben, si on doit l'héberger parce qu'il n'y a pas d'hébergement proche, eh bien, on va effectivement l'héberger ailleurs, mais on va essayer de privilégier l'hébergement. Juste pour en revenir sur la contradiction déontologique, je l'ai dit ce matin, on en reparle là, entre l'exercice des missions de contrôle médical et de prévention, elle ne vient pas de nulle part. Il ne s'agissait pas du tout un procès d'intention sur les intentions de l'équipe de soignants de l'OFI. Moi, ce que je trouve dommage, vu toutes ces ressources, c'est qu'elles ne soient pas mobilisées, que vous ne travaillez pas
dans les autres structures du système de santé pour faire la même chose. Mais pourquoi on dit ça? Ce n'est pas une question d'intention des soignants, il n'y a pas de doute. C'est une question de positionnement des patients, des malades. Et ça, on le sait dans les associations de soutien ou chez les travailleurs sociaux. Ce n'est pas du tout la même chose pour les malades, quoi qu'on leur dise, d'aller dans un service dont dépend leur devenir en termes de carte de séjour et d'aller dans un service pour parler de manière librement consentie de leur santé. Donc, la question du consentement, c'est pour ça que c'est marqué dans le code de déontologie médicale, pas spécifiquement pour l'OFI. C'est que quand vous subissez, c'est bien le terme, du contrôle médical qui vous est imposé pour une série de raisons, vous ne pouvez pas être dans les dispositions d'esprit pour faire de la prévention librement consentie. Donc c'est vraiment une question de système. Ce que demande le COMED, le DSE, ce qu'a rappelé le Haut Conseil de la santé publique, qui dit la même chose, en s'appuyant sur le code de déontologie médicale, c'est qu'il faudrait que ces ressources, et notamment vous, puissiez exercer votre art au sein des services de santé et non pas au sein du service du ministère de l'Intérieur. Oui, mais ça a le mérite d'exister. Après, ce que vous appelez contrôle médical, c'est pour la visite médicale. Oui, mais ça, effectivement, ça, c'est une loi qui est passée, je vous dis, qui date de 1945. Je suis d'accord, on est tous d'accord avec ça, que c'est obsolète. C'était pour éviter, mais c'était essentiellement pour la tuberculose à la base. On voit bien que maintenant, bon, ça commence à bouger. Mais c'est vrai qu'il y a marqué encore sur le certificat de contrôle médical. Mais en aucun cas, je pense... Alors, je ne sais pas si ce public, vous le recevez, je ne pense pas, parce que c'est des gens qui sont conjoints français, qui ont un regroupement familial, qui sont salariés, donc ils sont rapidement dans le droit commun. Ça n'a rien à voir avec le demandeur d'asile. Hein. C'est vraiment deux publics assez différents. Oui, pour l'ensemble des étrangers, ils savent qu'aller au ministère de l'Intérieur, ce n'est pas comme aller à l'hôpital. Non, non. Différent. Oui, ça d'accord. Oui. Alors après, je ne sais pas s'ils se disent ministère de l'Intérieur, eux, ils disent OFI. La police et l'hôpital, ils ont fait la différence depuis un moment. Ils ont des occasions de le faire. En tout cas, bon, il y a des questions déontologiques qui sont importantes. Je suis obligé de rappeler le temps. Je suis désolé pour laisser de la place aux personnes qui après. C'est un débat qui est intéressant, qui est très, très politique et qui doit être porté aussi pas que par. C'est ça. Où est-ce que vous allez après? Juste une petite remarque. Je pense que plus de 90% des personnels soignants à l'OFI ont une activité mixte. C'est des professionnels qui exercent dans des cabinets, dans des cliniques, dans des hôpitaux. Certains travaillent dans des associations aussi et qui font des vacations à l'OFI en plus. Pour ceux que je connais, qui ont fait ce choix aussi pour travailler auprès de ces patients-là, avec ces problématiques-là de migration. Et c'est une façon aussi leur perception à eux, c'est pas je travaille pour le ministère de l'Intérieur, je suis dans un rôle de contrôle, vraiment pas. D'autant plus que le rendez-vous santé pour les demandeurs d'asile, c'est une mission qui est beaucoup plus récente. Donc il y a vraiment des équipes qui ont été constituées et recrutées pour ce projet-là, pour cette mission spécifique-là. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, donc on n'est pas dans une mission vraiment du tout de contrôle. Et les gens qui viennent travailler à l'OFI en tant que médecin et infirmière, en tout premier lieu, c'est des soignants. Et qui exercent d'ailleurs leurs compétences médicales dans leur cabinet privé et dans d'autres structures, et qui est un débat de fond politique, de où l'État veut mettre son argent, c'est certain, mais là aujourd'hui on est en train de parler de ce qui se passe sur le terrain et ce qu'on peut faire pour ces patients-là. Et que ça vous plaise ou non, on a un rôle à jouer aussi, parce qu'ils passent tous par les mailles de l'OFI, et nous on peut leur dire, il y a des structures de soins qui existent, il y a la prévention, ça existe, le dépistage, ça existe, et pour preuve, nous, on est un épiphénomène dans leur parcours de soins. C'est-à-dire qu'ils nous voient, nous, pendant 1 heure et demie, et après, le relais, il est fait sur les structures qui sont là pour ça. Alors après, on peut ne pas être d'accord. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut construire sur nos territoires, comment on peut faire pour que ça se passe au mieux, ou le moins pire pour ces patients-là. Parce que les problèmes politiques, c'est pas nous qui allons les résoudre, et de toute façon, c'est pas nous qui choisissons. Donc, merci. Je suis désolé, je suis obligé d'arrêter le débat ici. Merci beaucoup.